Ce soir à l'émission, des gains importants pour le Parti libéral dans les Basses-Laurentides. Et les restaurants Tim Hortons lancent leur campagne annuelle des biscuits sourires. On montre aussi aux franchisés tout ce qu'on réussit à faire avec les organismes et comment on réussit à changer la vie des gens. En entrevue, je reçois le député bloquiste Jean-Denis Garon qui obtient un deuxième mandat dans Mirabel. Le Bloc existe encore parce qu'on a fait des grandes avancées et on a protégé les intérêts du Québec. Je m'entretiens également avec Linda Lapointe qui reprend son siège dans Rivière-des-Mille-Îles. Le gouvernement américain va être obligé de reconnaître que c'est nous, le gouvernement libéral, avec Mark Carney, qui va gouverner. Enfin, Pierre-Luc Gauvreau analyse le cadre financier du Parti libéral. Mark Carney, c'est un ancien gouverneur de la Banque du Canada puis de la Banque de l'Angleterre, donc le nouveau budget, il connaît ça. Bienvenue à Accès local. Mardi 29 avril 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins, compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors hier, bien sûr, ce sont les élections fédérales qui se tenaient partout au pays qui ont retenu l'attention. Faites-nous un tour d'horizon rapide des résultats de la région. Oui, bien tout d'abord, c'est bien un gouvernement libéral minoritaire qui a été élu hier par les Canadiens. Dans la région, il y a eu 2 circonscriptions bloquistes qui sont passées aux mains des libéraux. Dans Rivière-des-Mille-Îles, c'est la candidate Linda Lapointe qui est arrivée devant le candidat sortant Luc Desilets. Même chose à Thérèse de Blainville, où la candidate libérale Madeleine Chenette a battu la bloquiste Marie-Noëlle Closson-Duquette. Ce sont aussi les libéraux qui ont remporté la toute nouvelle circonscription des Pays d'en haut avec le candidat Timothy Watchhorn. Dans les circonscriptions qui restent bloquistes, on compte Mirabel avec Jean-Denis Garon et Rivière-du-Nord avec Réal-Édouard Fortin. Merci Clara pour ce tour d'horizon. On va passer à un sujet complètement différent. C'était hier le début de la campagne des biscuits sourires de Tim Hortons. Oui, Claude, le lancement régional de la campagne Biscuits Sourires a eu lieu dans un restaurant de la franchise Tim Hortons à Saint-Jérôme mardi dernier. Cette année encore, la totalité des fonds amassés lors de la campagne seront remis à la Fondation Martin Matt pour les traumatisés crâniens. C'est la 3e année consécutive que cette collaboration a lieu. Ce sont 264 000 $ qui ont été amassés jusqu'à présent pour la Fondation par le biais de cette levée de fonds. Selon Fabien Cloutier, comédien et co-porte-parole de la Fondation, cette collaboration avec Tim Hortons cette année encore a été toute naturelle. On peut l'écouter. Je pense que les gens ici ont senti qu'on s'est impliqué aussi avec eux, mais c'est sûr que quand on a des groupes comme ça de franchisés qui nous choisissent puis qui décident de s'investir dans une cause comme ça, puis de rester, ça c'est une preuve, je pense aussi que ce qu'on fait est très très important. On montre aussi aux franchisés tout ce qu'on réussit à faire avec les organismes, puis comment on réussit à changer la vie des gens. Fait que de sentir cet appui-là dans la région, c'est super gratifiant. Et comment ça se déroule, cette campagne de financement, Clara? Alors, la campagne Biscuits Sourires, c'est le volet caritatif des restaurants Tim Hortons. Partout à travers le pays, la chaîne de restauration rapide s'associe avec des organismes à but non lucratif le temps de quelques semaines par année. Les profits générés par la vente de ces biscuits ornés d'un bonhomme sourire vont parfois en totalité à l'organisme partenaire. Parfois, ils aident aussi à financer les camps pour enfants chapeautés par Tim Hortons. Depuis 1996, ce sont plus de 150 millions de dollars qui ont été remis à des organismes communautaires partout au Canada avec les biscuits sourires. Ce sont 24 franchisés Tim Hortons dans les Laurentides, dans la Naudière, dans la Montérégie et en Estrie qui s'unissent avec la Fondation Martin Matt cette année. On peut écouter à nouveau M. Cloutier. On sent vraiment un effet de communauté, de gens qui viennent participer. Les gens des Laurentides répondent présents aussi. L'année dernière, c'est 150 000 $ qui ont été ramassés dans la région ici, qui vont venir en aide à des organismes du coin ici, qui viennent en aide à des gens qui ont subi un traumatisme crânien. Donc vraiment, là, c'est vraiment l'implication de la région est vraiment hyper importante pour nous autres. Rappelez-nous, Clara, quels sont les services offerts par la Fondation? Martin Matt a fondé son organisme en 2007 après avoir vu son frère vivant avec les séquelles d'un traumatisme crânien avoir de la difficulté à trouver des services et le soutien adéquat. La Fondation Martin Matt soutient des organismes œuvrant auprès des personnes souffrant de problèmes qui découlent des traumatismes crâniens. Chaque année, la Fondation soutient 1 millier de personnes dans cette situation. Dans les Basses-Laurentides, on retrouve le projet Goldie, notamment un centre d'équitation thérapeutique pour les enfants qui est soutenu par la Fondation, ainsi que le centre d'aide
pour personnes traumatisées crâniennes et handicapées physiques des Laurentides. La Fondation Martin Matt est surtout connue pour ses maisons de soins et d'hébergement. On en retrouve notamment une à Blainville qui accueille une vingtaine de résidents et qui leur offre des soins et des services 24 heures sur 24. On en parle souvent, Clara, mais comment le définir exactement, le traumatisme crânien et ses effets surtout? Oui, en fait, un traumatisme crânien, c'est un synonyme de commotion cérébrale. Donc, ça définit l'ensemble des lésions et des troubles causés par un choc à la tête. Selon les personnes et l'intensité du choc, les séquelles varient, mais peuvent être de l'ordre de problèmes physiques, cognitifs et même affectifs et comportementaux. Chaque année, ce sont 40 000 Québécois qui sont victimes d'un traumatisme crânien. Au niveau canadien, ça représente une personne blessée toutes les 3 minutes. Selon des instituts de recherche canadiens, les organismes caritatifs neurologiques du Canada, les commotions cérébrales seront les troubles neurologiques les plus répandus dans la population canadienne d'ici 2031 avec l'Alzheimer et d'autres types de démence. Alors, la campagne en détail, la campagne des biscuits sourires. Ça se déroule donc jusqu'au 4 mai. Les biscuits sont au prix de 2 $ chacun cette année. L'objectif pour la levée de fonds nationale pour tous les organismes, c'est de 20 millions de dollars. Ça représente 400 biscuits vendus par jour dans les succursales. Merci Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va parler de jazz. À plus tard, Claude. La ville de Mirabel annonce l'octroi d'un montant de 280 000 $ à Tourisme Mirabel afin de soutenir le développement de son plan d'action pour 2025. Cette contribution financière permettra, entre autres, le déploiement de campagnes de publicité, le développement de l'agrotourisme, la promotion d'événements, la mise en valeur du site aéroportuaire et l'expansion du réseau cyclo-branché. Ce plan d'action a pour but d'accroître l'attrait de la ville auprès des visiteurs, de favoriser sa croissance économique et d'augmenter la notoriété de la ville. Le projet Fromagerie du campus, auquel participe la Blainvilloise Jasmine Aupin, étudiante en sciences et technologies des aliments, a été honoré dans la catégorie Projet parascolaire et a reçu une bourse de 1 000 $ lors du 35e gala de la vie étudiante de l'Université Laval, tenu le 24 avril dernier. Le gala a remis 13 trophées et plus de 10 000 $ aux étudiantes et étudiants qui, par leur engagement et leur détermination, ont contribué à un environnement où il fait bon vivre ainsi qu'à une société saine et épanouie. Jean-Denis Garon n'a pas vraiment été inquiété durant la dernière campagne électorale, au terme de laquelle il a obtenu la confiance des électeurs de la circonscription de Mirabel, qui lui ont confié un deuxième mandat à titre de député représentant le Bloc québécooi. C'est un plaisir de l'accueillir. Bonsoir, M. Garon. Bonsoir. Félicitations d'abord. Comment vous accueillez cette victoire? Bien, d'abord, merci beaucoup. Puis je profite de la tribune aujourd'hui pour remercier toutes les électrices et les électeurs de la circonscription de Mirabel. Moi, je l'ai répété à bien des reprises, là. Ces sièges-là au Parlement, ils appartiennent à personne. Pas plus aux bloquistes qu'aux autres, et on doit les mériter, on doit les gagner. Évidemment, c'est un travail des fois qui peut être ingrat, il peut y avoir des surprises, mais quand on les gagne, il faut sincèrement le prendre avec humilité et remercier nos électeurs, puis je trouve que c'est important de le faire aujourd'hui. Le Bloc québécois n'a pas fait élire autant de députés qu'il souhaitait, plus que prévu. On peut regarder le problème de toutes sortes d'angles et de côtés. Vous en avez perdu 10 au total, mais 23 bloquistes à la Chambre des communes devant un gouvernement minoritaire. J'imagine que vous êtes assez confortable avec ça. Bien, c'est certain que de façon quantitative, là, c'est certain qu'on a moins de sièges. Il faut bien comprendre là, que le principal point dans la plateforme libérale, c'était la peur. C'était de faire peur aux gens. C'est un fort catalyseur de vote, évidemment. Maintenant, dans les faits, la réalité, c'est que le Bloc et donc le Québec aura beaucoup de pouvoir à Ottawa parce qu'on a la balance du pouvoir. Ouais. Puis, indépendamment du nombre de sièges que peut avoir le NPD, dans les circonstances actuelles, le NPD ne sera pas un parti reconnu. Ce qui veut dire que le Bloc québécois aura un effet de levier important dans les comités parlementaires qui peuvent amender des lois, les bloquer, ou en tout cas, on aura un pouvoir de pression important. Et je pense que le Québec va être gagnant de ça. Oui. Les gens ont eu peur de Donald Trump et de ses tarifs et de ses menaces d'annexion, mais les libéraux n'ont quand même pas eu le mandat fort qu'ils demandaient pour incarner le Canada fort qu'ils souhaitaient. Donc, quel rôle vous allez jouer, vous, là-dedans? Ben moi, vous savez, là, nous, au Bloc québécois, on a un post-mortem à faire. On aura, évidemment, on en dira plus sur la façon dont on va interpréter cette soirée-là. Moi, je laisse aux autres partis faire leur propre post-mortem là-dessus. Ouais. Maintenant, la réalité, c'est qu'on avait un adversaire libéral qui parlait à peu près pas français, qui est pas venu au Québec, qui s'est pas intéressé au Québec, qui a pas débattu au Québec, et après une dizaine d'années au pouvoir, on a un parti qui se disait incarner le changement. Je pense qu'à un certain moment, le Parti libéral est allé au bout de ce que le marketing était capable de faire.
Les commentaires sur... il y a deux chefs qui ont perdu leur circonscription, M. Singh, M. Poilievre. Est-ce que vous voulez commenter ça? Ben écoutez, vous savez, la politique, là, on en parlait un peu hors d'onde, c'est quelque chose de très, très humain. Hein. Il y a les sièges, puis il y a les personnes derrière. Évidemment, d'un point de vue individuel, on pense à ces gens-là. Maintenant, comme je dis, il y a des conséquences à nos actions. M. Singh, depuis plusieurs années, à l'endroit du Québec, là, les empiètements sur les compétences du Québec, notamment, le fait d'avoir fait survivre très, très longtemps les libéraux, d'avoir appuyé les libéraux, bon, ça vient avec un coût. Dans le cas de M. Poilievre, évidemment, il fera son propre post-mortem. Vous savez, les lendemains les lendemains d'élection, c'est jamais tout noir, jamais tout blanc pour personne. Alors, chaque parti devra faire sa propre interprétation de ça. Oui. Dans le cas de M. Singh, votre chef a dit qu'il s'ennuierait pas de lui. Je pense que ça faisait suite au débat où M. Singh avait dit à M. Blanchette que le Bloc était complètement inutile. Ça, je sais que c'est un sujet qui vous rend bouillant. Parlez-moi de l'utilité, de la pertinence du Bloc. Ben, vous savez, moi, je l'ai dit à plusieurs reprises dans plein de tribunes. Dans les 9 autres provinces, ils savent exactement à quoi le bloc sert. Les Québécois reviennent toujours avec cette question-là, à quoi sert le Bloc? Le Bloc existe encore parce que on a fait des grandes avancées, puis on a protégé les intérêts du Québec. J'ai personnellement fait adopter un projet de loi à l'unanimité. On est les seuls qui avons déposé un projet de loi pour protéger la gestion de l'offre. On est le parti qui, historiquement, a mis au jour le scandale des commandites. Alors, à chaque fois qu'on se pose la question, les gens répondent en disant « je vais voter pour le Bloc ». Et pour moi, c'est ça la bonne réponse. Oui, puis vous avez à le répéter souvent. C'est pour ça que je vous reposais la question. Normalement, quand on est élu, le lendemain, on se remet au boulot. Quel sera le premier geste que vous poserez à titre de député réélu de Mirabel? Bien, écoutez, moi, je me targue d'être un député qui est toujours présent. Je suis pas un député qui est là juste en campagne électorale, qu'on voit pas pendant 4 ans. Je suis toujours sur le terrain. Le gros du travail qu'on fait passe pas dans les médias, passe pas dans les journaux, nous gagne pas de vote parce qu'on règle beaucoup de situations individuelles pour les gens. On continue ce travail-là à partir d'aujourd'hui. Puis, pendant les 4 prochaines années, je vais continuer à être un bon député comme je l'ai été en campagne et entre les campagnes. Et entre-temps, je vais aller faire mettre mes pneus d'été. Jean-Denis Garon, député de Mirabel, je vous souhaite un excellent mandat. Merci beaucoup. Merci. Le Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides a tenu le dénombrement des personnes en situation d'itinérance, Tout le monde compte 2025, du 14 au 22 avril dernier. L'exercice vise à documenter l'itinérance pour mieux comprendre et offrir des soins et services adaptés aux besoins des personnes en situation d'itinérance. 75 bénévoles et plus de 25 employés de l'établissement ont participé au dénombrement. Les résultats seront dévoilés par le ministère de la Santé et des Services sociaux au cours des prochains mois. La ville de Sainte-Thérèse présente l'exposition de photographie Inde, mémoire de portrait de l'artiste thérésien Serge Ferland. L'événement sera présenté du 15 au 18 mai à la Maison La Chaîne. Cette exposition offre une série de portraits captés par M. Ferland lors de divers voyages en Inde. Le public pourra y accéder gratuitement les 15 et 16 mai de 13h à 19h, de même que les 17 et 18 mai de 10h à 16h. Le vernissage aura lieu le 16 mai de 17h à 19h. Bien sûr, on pourrait traduire le nom des compagnies comme Best Buy par Meilleur Achat, Toys R Us, Les jouets sont nous. Par contre, traduire certaines entreprises pourrait créer une certaine confusion. Prenons la compagnie Guess, qui en français donnerait Devine. Hey, je m'en vais magasiner chez Devine. Je sais pas. Devine. Simons? Non, Devine. Mais qu'est-ce que tu penses que je fais, là? Bienvenue au Québec, mon cousin. Ah, merci, cher cousin. Hey, en passant, j'ai un billet pour toi pour un spectacle si ça te tente. Un billet? tu veux dire un ticket? Ça, c'est un billet. Ah, ben, je l'aime, ton billet. Hey, cousin, hein, le billet, tu l'as dans ta main, ça commence à 8 heures. Non, ça, c'est un ticket. Non, ça, c'est un ticket. Il était dans la ville du char que tu as loué. Attention, tu stationnes, le cousin! Bienvenue au Québec! Hein? Au moins, c'est ton Canadien.
Les libéraux de Mark Carney formeront le prochain gouvernement. Comment ça va se passer, ça, sur le plan financier, économique? Bon, on en discute avec Pierre-Luc Gauvreau, qui est notre chroniqueur financier, et qui a analysé le cadre financier. Ça fait beaucoup de financiers dans la même phrase. Vous avez analysé le cadre financier des libéraux. Alors, quel est l'objectif du prochain gouvernement? Bien, l'objectif principal de Mark Carney, ça va être le retour à l'équilibre budgétaire, évidemment. Mark Carney, c'est un ancien gouverneur de la Banque du Canada puis de la Banque de l'Angleterre. Donc, un nouveau budget, il connaît ça. Évidemment, avec la situation qu'on vient de connaître hier soir, avec le fait que là, ils sont rentrés minoritaires et que potentiellement, on a le Bloc, le NPD qui peut détenir la balance du pouvoir. Surtout au niveau NPD, c'est le mariage qui s'est effectué sur le dernier mandat. On pourrait s'attendre à une augmentation ou en tout cas un maintien des dépenses actuelles. Là, je ne vois pas où il va y avoir la difficulté peut-être à maintenir l'équilibre budgétaire. Par contre, je pense qu'il va adopter une approche quand même prudente et réaliste et surtout dans un contexte économique comme qu'on connaît avec les États-Unis puis les tarifs. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il fasse non plus des coupes majeures dans le secteur public, mais possiblement un gros contrôle des dépenses publiques. Là. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ce cadre financier qui pourrait profiter aux ménages? Aux ménages, bien, la première chose, ça serait une réduction d'1% du premier palier d'imposition. Donc, ça, c'est pour donner un petit peu d'air aux familles plus modestes. Donc ça, c'est une bonne mesure. Deuxième mesure, ça serait d'enlever la TPS sur les constructions neuves, donc des maisons, pour aider les jeunes à acquérir des maisons. Honnêtement, je doute un peu de cette mesure dans le contexte où, oui, tu enlèves la TPS, c'est bien. Par contre, ça reste que les prix des maisons sont quand même assez élevés malgré tout. Donc, j'ai hâte de voir l'effet qu'il va y avoir sur cette mesure-là, mais c'est mieux que rien. Il veut également mettre mur à mur là, dans le sens de l'est en ouest les garderies à 10 $. Bon, au Québec, on a déjà notre système de garderie. Donc, de notre côté, je pense qu'au Québec, on va peut-être s'attendre à une compensation financière pour peut-être rémunérer mieux nos éducatrices, qui sait. Peut-être que ça pourrait être une option pour nous. Voilà. Donc, ça, c'était dans le but, évidemment, d'alléger un peu la pression sur les jeunes familles, puis avec l'inflation qu'on connaît. Donc, ça, c'était une bonne mesure. Et quels sont les investissements prévus pour le gouvernement Carney? Oui, bien, côté investissement stratégique, il y a 2 milliards de dollars qui vont être dépensés pour soutenir l'industrie automobile. Surtout aussi pour le secteur automobile électrique. Évidemment, quand on regarde l'Ontario, c'est un secteur qui est quand même assez majeur là-bas. Donc, il fallait s'attendre avec ce qu'on a connu dernièrement avec la guerre des tarifs, d'avoir une aide pour soutenir cette industrie-là. Donc, ça, c'est tout à fait normal. Ensuite, il prévoit dépenser, ou en tout cas émettre des obligations ouvertes à hauteur de 5 milliards par année. Donc, en principe, s'endetter de 5 milliards par année. Donc, un potentiel de 20 à 25 milliards pour soutenir la transition énergétique. Donc, ça, on doit s'attendre à ça. Soutien aux entreprises, très important, aider les entreprises à acheter de l'équipement pour accroître la productivité. Parce que quand tu regardes un peu à travers les autres nations, on a un problème quand même au Canada au niveau de la productivité. Donc, le soutien aux entreprises puis d'investir massivement va permettre de justement rehausser ça. En fait, après ça, sur le plan de sécurité, il s'engage à augmenter les dépenses militaires à la hauteur de 2%, comme l'OTAN l'exige, du PIB annuel. Bon, Trump nous a souvent pas menacé, mais il nous a dit qu'on n'en mettait pas assez dans les dépenses militaires. Fait qu'est-ce qu'on pourrait être dans les bonnes grâces de M. Trump en faisant ça? C'est quand même la norme acceptée. C'est la norme, oui, exactement. Puis là, en ayant un gouvernement un petit peu plus hostile comme celui des États-Unis, bien, je pense que c'est pas mauvais non plus qu'il augmente les dépenses militaires pour peut-être assurer notre protection. Donc, en résumé, le cadre financier libéral, bien, ça propose une approche équilibrée qui encourage la croissance, soutenir les familles, évidemment, et investir dans l'économie verte, puis en essayant de contrôler, évidemment, les dépenses, surtout avec ce qui se passe avec la situation du gouvernement minoritaire actuel, où ce que, possiblement, ça sera peut-être plus difficile de gouverner dans les prochaines semaines, mois, années à venir. Bien, merci Pierre-Luc Gauvreau d'avoir fait cette analyse pour nous. C'est très instructif. Merci beaucoup, Claude. C'est un retour en force pour Linda Lapointe, qui a repris hier la circonscription de Rivière-des-Mille-Îles après l'avoir perdue 2 fois aux mains du bloquiste Luc Desilets. C'est un plaisir de l'accueillir à l'émission. Madame Lapointe, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de cette gentille invitation. Ça me fait plaisir. Félicitations à vous. Retour en force, donc, je disais, avec 45,5 % des voix. D'abord, donnez-moi vos premières impressions sur votre campagne, sur la soirée électorale et sur la façon dont vous accueillez cette victoire.
Je l'accueille avec beaucoup d'humilité, puis je remercie les citoyens. La campagne, elle a été courte, mais intense. Intense 35 jours, beaucoup de terrain. J'ai eu vraiment plusieurs personnes qui m'ont aidé, plusieurs bénévoles que je remercie sincèrement. Je tiens à remercier les citoyens et les citoyennes de Rivière-des-Mille-Îles de me faire confiance à nouveau. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Bon, c'est un retour pour vous au gouvernement, mais vous vous retrouvez au sein d'un gouvernement minoritaire avec un Bloc québécois qui va avoir la balance du pouvoir entre ses mains. Comment vous pensez que vous allez gérer ça? Moi, je crois que c'est une opportunité de collaborer ensemble. Ouais. Je veux dire, il y a aussi quand même le NPD ou le Bloc québécois, mais je veux dire, l'important, c'est de faire, pour ma part, moi, députée de Rivière-des-Mille-Îles, c'est de faire avancer les dossiers de Rivière-des-Mille-Îles au gouvernement et aussi tous les dossiers canadiens qui ont un impact sur Rivière-des-Mille-Îles. Je vais être là pour représenter les gens. Puis, je sais qu'on a on a des enjeux dans Rivière-des-Mille-Îles. On en a au pays aussi, qui ont un impact ici, là. Quand on parle de la guerre tarifaire, il faut s'assurer que les entreprises d'ici vont avoir l'aide souhaitée et demandée. Puis ça a un impact sur les citoyens aussi. Donc, s'assurer que ça va être bien géré. Mais justement, par rapport à ça, vous n'avez pas obtenu le Canada fort là, qui s'incarnait dans un gouvernement majoritaire. Est-ce que ça va changer quelque chose, ça, dans votre approche avec les États-Unis? C'est à voir. Mais en tout cas, chose certaine, pour Rivière-des-Mille-Îles, moi, j'ai eu un mandat fort. Oui. Moi, j'ai eu un mandat clair dans mon coin. À savoir, pour les négociations avec les États-Unis, je veux dire, le gouvernement américain va être obligé de reconnaître que c'est nous, le gouvernement libéral, avec Mark Carney, qui va gouverner. Puis je suis certaine qu'on va trouver une façon de le faire. Puis il va y avoir des alliances qui vont être faites. Je veux dire, que ce soit le NPD ou le Bloc, ils veulent avoir vraiment le mieux ce qu'on peut obtenir pour le Canada, puis le meilleur économie qu'on puisse avoir. Je veux dire, c'est important. Ouais. Vous avez dit durant la campagne, Mme Lapointe, que vous souhaitiez aller chercher, puis vous l'avez dit aussi en commençant cette entrevue-là, que vous souhaitiez aller chercher ce qui nous revient, nous étant le Québec. Vous avez donné l'exemple des 500 000 logements là, qui sont promis sur une période de 10 ans, en rappelant que le Québec représente 23 % de la population. Est-ce à dire que même si vous êtes au gouvernement, vous allez devoir insister pour que le Québec et Rivière-des-Mille-Îles aient leur juste part Moi, je dirais, par rapport aux 500 000 logements annuellement qui sont promis par le gouvernement de Mark Carney, c'est important que le Québec aille chercher sa part, comme vous dites, le 23 %, et en même temps, m'assurer de faire le suivi dans Rivière-des-Mille-Îles. La problématique du logement, la problématique, c'est souvent de trouver des terrains, des espaces pour pouvoir construire ces logements-là. Puis je veux dire, il y a un déficit de logements abordable, très abordable, dans Rivière-des-Mille-Îles. Il faut travailler en collaboration de la province du Québec. Il faut aussi travailler avec les villes pour qu'on trouve une façon de les construire. À Saint-Eustache, j'ai rencontré l'association, l'accueil communautaire, qui est principalement l'organisme est visé par l'itinérance, l'aide à l'itinérance. Les gens, il faut qu'il y ait un logement. Alors, il y a beaucoup de choses qui partent du logement. Alors, moi, je m'engage à aller chercher ce qu'on doit avoir, puis de le faire atterrir dans Rivière-des-Mille-Îles, de le faire atterrir au Québec aussi. Je veux dire, c'est important qu'on travaille ensemble, les trois paliers de gouvernement, les villes, après ça, le gouvernement du Québec, avec le fédéral, pour qu'on ait ce qui nous revient. D'accord. Normalement, Mme Lapointe, on se met au boulot dès le lendemain de son élection. Quel sera le premier geste que vous allez poser en tant que nouvelle, ou je ne sais pas comment le dire, mais que députée de Rivière-des-Mille-Îles, simplement? Ce que je dirais, étant donné que j'ai l'expérience d'un autre mandat, puis j'ai aussi continué à travailler au gouvernement, au bureau du premier ministre, entre tout ça, mon expérience va m'aider à, je dirais, voir mes priorités. Un, ça va être partir mon équipe qui va nous aider à couvrir la circonscription. Deux, c'est de trouver le local, où est-ce que mon bureau de circonscription va être. Puis on va être aussi appelé à tous les députés qui ont été élus, tout parti confondu, à avoir une formation sur nos obligations, mais aussi comment faire avec la Chambre des communes pour être sûr qu'on respecte toutes les règles. Ça va être ça. Et on va avoir une réunion aussi avec le gouvernement, là, avec Mark Carney et toute l'équipe. Puis après ça, on va être appelé en chambre. Il faut que tous les députés soient assermentés.
Et ça peut prendre 1 mois avant que tout le monde ait eu leur assermentation. Beaucoup de pain sur la planche. Donc, Linda Lapointe, je vous souhaite un bon retour puis un bon mandat à la députation de Rivière-des-Mille-Îles. Merci, puis c'est un privilège de représenter les gens de Rivière-des-Mille-Îles. Un gros merci encore. Merci Bonne beaucoup. journée. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Le Grand Ensemble Jazz de Saint-Eustache fête ses 25 ans et il a tenu un événement spécial. Oui, Claude, c'est l'occasion de revenir sur les moments forts des 25 dernières années et de présenter la programmation aussi de cet été. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage ce soir. Je fais partie du band depuis le jour 1. Donc, en 2000, je suis rentré, puis je suis jamais ressorti. Et puis au début, j'étais un musicien, mais je me suis impliqué dans le conseil d'administration, etc. Le Grand Ensemble Jazz, la mission, c'est vraiment faire participer des gens qui aiment faire de la musique, juste pour le plaisir de faire de la musique. On n'espère pas devenir des professionnels. Le but, c'est de partager notre passion avec la communauté, faire des concerts thématiques, et pas aussi simple que ça. Je faisais des montages de photos cet après-midi, puis 25 ans, comme c'est un quart de siècle, ça fait ça. Mais tu sais, on a vu toutes sortes de choses passer, plein de musiciens passer, il y a des couples qui sont formés, des bébés qui sont nés, il y a plein de choses qui sont arrivées, des spectacles incroyables, le festival de jazz, c'est des beaucoup d'émotions, puis beaucoup de belles rencontres entre musiciens. La prochaine grosse activité qu'on fait, on s'en va au Festival des Harmonies de Sherbrooke, faire une compétition de Big Band. On va montrer nos compétences, se comparer avec d'autres Big Band. Après ça, on a notre gros concert 25e anniversaire. Donc là, on va faire une rétrospective de ces 25 années-là. On va se promener dans le temps, jouer des pièces qu'on a jouées dans le temps, des anecdotes, etc. Et puis, plus tard cet été, on veut peut-être faire des petits spectacles dans les parcs, donc quelques spectacles à l'extérieur. Et on va finir l'année en 2025 avec un concert de Noël ici, à la petite église en décembre. J'étais à l'accueil tantôt parce que je connais tout le monde qui est rentré ici. Donc, il y a des anciens musiciens, des collaborateurs, les élus que je côtoie quasiment toutes les semaines. On a un chef d'orchestre, Randy Loro, un musicien de renommée qui est venu, qui a accepté. C'est super le fun. Fait que c'est le fun de socialiser et rencontrer tous ces gens-là. C'est vraiment le fun. Moi, je vais rester dans le band le plus longtemps que je peux. On va peut-être passer probablement le flambeau à des plus jeunes au niveau du conseil d'administration. Mais je crois qu'on va continuer à s'améliorer. On a des chefs d'orchestre qui nous font progresser de plus en plus. C'est sûr que on essaie d'utiliser les réseaux sociaux le plus qu'on peut. Donc, on a une page Facebook, Instagram, le Grand Ensemble Jazz Saint-Eustache. Et puis, si le monde veut nous suivre, qui suit notre page Facebook, parce que c'est le moyen le plus efficace maintenant. Les journaux, on faisait un petit peu moins, mais Instagram, Facebook, on est là. Cliquez sur notre page et puis suivez-nous. On poste tous nos concerts, etc. Merci Clara, on se revoit demain. Au revoir Claude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.